L'origine du boktail n'est pas réellement définie. Il y a beaucoup de on-dit d'hypothèses et aucune d'entre elles ne permet réellement d'affirmer ou d'infirmer dans quelles conditions s'est déroulée l'apparition du boktail autrefois appelé vieux chien de berger anglais. Quoi qu'il en soit, le vieux chien de berger anglais fait son apparition au XIXe siècle et est actuellement plus connu sous le nom de boktail qui signifie littéralement queue courte. En anglais, bob signifie queue de cheval courte, tandis que tail se traduit par queue. Pendant des années, le nom de boktail fut utilisé pour désigner les chiens à queue courte avant que celui-ci soit définitivement attribué aux chiens de berger anglais. Une signification pour le moins surprenante dans le sens où les boktails naissent pour la plupart avec la queue longue, bien que certains arrivent avec la queue anourde. À l'époque, il était courant de couper la queue du chien entre 2 et 4 jours de vie pour éviter, disait-il, que celle-ci soigne abondamment ou s'infecte ou encore gêne au combat contre les prédateurs entre autres le loup. D'autres affirmaient que couper la queue du chien était un motif purement financier, celui d'éviter d'avoir à payer une taxe. Quel que soit le motif réellement de cette ablation, la pratique est encore répandue de nos jours pour des raisons purement esthétiques, puisque la prolongation de la queue est considérée comme inadaptée à l'allure du boktail. L'origine du boktail ne peut être définie de façon précise. Selon une grande majorité de cynophiles, le chien descendrait du berger de Brie. Durant la guerre des Cent Ans, les Anglais, impressionnés par l'animal, sa beauté et ses qualités, auraient ramené avec eux quelques exemplaires en Écosse, où ils furent soumis à des conditions climatiques et d'utilisation bien différentes, ce qui influença les modifications propres à la race d'origine pour en faire le boktail tel que nous le connaissons. De leur côté, les Anglais refutent cette théorie et affirmant qu'ils auraient été introduits dans le comté de Devon. D'autres disent que l'évolution du boktail aurait eu lieu dans les Highlands, dont le rude climat aurait rendu le chien rustique robuste à poils très épais. Le chien de berger anglais ressemble à notre chien de brie, mais il a des formes un peu plus élancées et n'a pas de queue. Une ancienne loi anglaise exemptait de la taxe tout chien de berger qui n'avait pas de queue, et pour cette raison on la leur coupait toujours. Par suite de cette mutilation constamment répétée, cet organe a disparu et la plupart de ces chiens naissent aujourd'hui sans queue. Attention, ici, à l'époque, le nom de chien de berger anglais désignait aussi chien de le boktail que le border collie. Une confusion a longuement été faite malgré que le premier porterait plus souvent le nom de vieux chien de berger anglais et le second chien le berger anglais. On peut donc supposer que la conception du boktail est la plus ancienne que celle du border collie. Néanmoins, ici, Stonehenge parle bien de notre boktail, bien que l'illustration qu'il
en fait laisse penser à la confusion entre les écrits et le dessin. Le boktaï ayant lui une carrure plus imposante que celui du border collie. Néanmoins, notons la présence de la queue courte et du poil long, très caractéristique du boktaï. D'autres cynophiles soutiennent que le boktaï n'aurait rien à voir avec le berger de Brie, tandis que d'autres encore affirment qu'il aurait pour ancêtre l'Oatchar, chien de berger russe du Caucase. Mais ces deux hypothèses ne sont pas plus certifiées que les autres. Une autre théorie encore plus surprenante comparant la démarche du boktaï à celui d'un ours et tente de démontrer que le chien aurait un lien de parenté avec le mammifère. Or, nous savons aujourd'hui que les chiens descendent du loup. Cette théorie est donc réfutée. Enfin, une hypothèse plus vraisemblable que les autres serait que le boktaï est un descendant du berger asiatique qui, lorsqu'il a été introduit dans les nations européennes, a été modifié à la sauce de chacun selon les régions des pays et des climats ainsi que l'utilisation qui en était faite. Cette hypothèse permet également d'expliquer les similarités entre différentes races de bergers telles que le berger de Bergame en Italie, le berger de Brie en France, le boktaï en Angleterre ou encore le berger hongrois. De son côté, l'écrivain Weston affirme que le chien serait issu d'un croisement entre un braque russe et un berger à poil raide nommé Bandog, avec également l'ajout de croisement avec un matin, ce qui expliquait la grandeur de la race et l'aspect des poils. De toutes ces hypothèses, aucune ne peut vraiment être réfutée, ce qui fait que le boktaï a une origine réellement incertaine. A contrario, nous sommes certains que celui-ci a été développé en Angleterre et que c'est en 1835 qu'il fut exposé pour la première fois. À cette époque, les éleveurs sélectionnèrent le boktaï non pas pour ses capacités physiques ou de travail, mais surtout pour son apparence surprenante. En 1888, le club de la race fut fondé et avait pour objectif principal celui de préserver le côté esthétique de la race et conserver les caractéristiques morphologiques. Le boktaï est resté pendant très longtemps connu uniquement dans sa patrie d'origine. Ce n'est qu'après les deux grandes guerres mondiales que l'on remarquera ses aptitudes et que son succès s'accrut. Ainsi même, s'il ne jouit pas de la popularité comme c'est le cas pour les petites races du style Carlin, il est désormais connu aux États-Unis, où un club fut créé en 1904 et enfin en France. Néanmoins, au fil des années de la mode et du phénomène chien prêt à l'emploi que sont devenus les chiens de petite taille, le nombre de naissances enregistrées chute d'année en année, faisant craindre la survie de la race. Alors que l'on comptait près de 16 000 naissances par an, en 1975, ce nombre chute en 1985 à moins de 5 600 naissances, puis à un peu plus de 1000 naissances en 2009 pour atteindre aujourd'hui le petit chiffre de 400 inscriptions.
D'autres affirmaient que couper la queue du chien était un motif purement financier, celui d'éviter d'avoir à payer une taxe. Le boktail est avant tout un chien de berger. Ainsi, pendant des années, il fut utilisé pour conduire et protéger les troupeaux. Au fil du temps, les paysans remarquèrent son incroyable instinct de garde et la plupart choisissèrent de prendre un boktail plutôt qu'un chien de garde car il permettait d'être utilisé pour les troupeaux tout en ayant la possibilité de faire de lui un chien de garde sans avoir à payer de taxes supplémentaires. Par ailleurs, son pelage à l'aspect laineux lui procurait un plus supplémentaire, celui de pouvoir se fondre entre les brebis sans effrayer ces dernières. Quoi qu'il en soit, il était principalement utilisé pour les élevages de bovins et moutons. Certains prétendent que sa démarche à l'allure d'ours proviendrait du fait qu'il ait parcouru des milliers de kilomètres pendant ses premières années de vie et se tenir de cette façon était pour lui plus facile. D'autres, comme l'écrivain Nick Winters, affirment que l'utilisation des boktails est liée à l'époque révolue des bouviers. Il avait la faculté d'être à la fois endurant au travail tout en étant stable avec un tempérament sociable et ayant la possibilité de se fondre dans le troupeau. Par ailleurs, après la saison, lorsque les moutons furent tondus, le boktail était également tendu. Le poil ainsi récupéré servait à confectionner des manteaux. En Angleterre, M. Garnett, remarquant le succès de ces manteaux au poil de boktail, en fit sa société de filage et de tissage. Les vêtements confectionnés étaient assez onéreux, mais très efficaces pour se préserver du froid. Dans les années 1960-1970, la veste au poil de boktail se répand jusqu'aux États-Unis où elle devient un effet de mode avant de retomber peu à peu dans l'oubli. Aujourd'hui, cette pratique existe encore mais travaille selon l'ancien système de filage. Aujourd'hui, bien qu'encore utilisé dans certains villages comme chien de berger, le boktail devient de plus en plus un chien de compagnie. Et quel plaisir de voir qu'il exécute ce rôle avec succès. Son côté doux et sociable mélange à ses instincts primitifs, le rend même apte à pouvoir rester et surveiller les enfants. Le boktail, comme une grande majorité de races, a eu son heure de gloire et par la même occasion a pu laisser des traces par l'intermédiaire d'œuvres de peinture ou encore des publicités ou de séries télévisées. En outre, l'un des plus connus reste sans nul doute le champion Elkington, s'esquire retransmis en photo par l'une des personnes les plus importantes dans l'histoire du boktail, Henry Arthur Tilley. Cet homme est aujourd'hui considéré comme le précurseur de la race. Il fonda le club du chien de berger anglais en Angleterre puis en Amérique. Avec son frère William Tilley, il devient également propriétaire de célèbres chenils nommés Septon et permet ainsi à la race de se faire connaître en dehors de la patrie d'origine. Par ailleurs, il semblerait que son chien Elkington Shire
soit considéré comme l'une des principales souches du boktaï. Bien qu'il soit tondu sur la photo, il avait en réalité un très beau poil gris-bleu ainsi que d'autres traits morphologiques caractéristiques tant attendus chez le boktaï, sans oublier son caractère exceptionnel. Le boktaï se fait également une petite place dans la Maison Blanche. Le président Franklin Delano Roosevelt était l'un des plus grands amateurs de chiens, dont l'un d'entre eux était un boktaï répondant au nom de Tinny Trèves. On le retrouve aussi auprès de figures marquantes des années 1900, comme des Beagles. Cette fois, il s'agissait d'une chienne répondant au nom de Martha, qui fut d'ailleurs immortalisée dans une des chansons des Beatles, Martha Me Dehart. Son maître Paul McCartney était un homme très attaché à sa chienne. Il avait même entrepris de déménager dans le but de pouvoir promener sa chienne en toute quiétude. Il a accompagné aussi d'autres personnalités célèbres comme Jean Harlow, qui en possédait deux, célèbre pour son sexe Apple, utilisé pour le cinéma dans les années 1930, Veronica Lacq, actrice dans les années 1940, Joan Van Ark, actrice connue pour avoir joué dans la série Dallas. Il prêta également son image dans diverses séries télévisées et bandes dessinées comme Shaggy Dog, Walt Disney dans le rôle du colonel dans Les 101 Dalmatiens, Elstin dans Retour vers le futur, Farley dans Le pour le meilleur et pour le pire, Max dans La petite sirène, Babouche dans La Belle et le Clochard 2, etc. Plus tard, il se fit connaître dans la publicité au Royaume-Uni, notamment pour la marque Dulux. Le boktaï fut considéré comme l'un des chiens rêvés pendant le XIXe siècle, particulièrement durant les années 1970-1980, où son succès fut à son maximum. Il était brisé pour ses aptitudes à gérer, diriger et protéger le troupeau, mais aussi pour ses instincts de garde, ce qui plaisait fortement aux maîtres puisque cela leur permettait de ne pas avoir à payer de taxes supplémentaires. Mais l'élément qui fascine en priorité chez le boktaï, c'est son pelage. Et force est de constater que celui-ci donne une apparence à la fois rustique et sauvage. Ceux qui ne connaissent pas le boktaï sont en général très surpris par son apparence. Une carrure massive, aux poils très épais, très denses, dans un corps vivace. Une réelle impression de sauvage qui pourrait peut-être même effrayer les personnes qui croiseront son chemin. Et c'est tant mieux, puisque depuis la création des clubs de la race, l'objectif était clair: préserver son authenticité, et aujourd'hui, plus de 170 ans après sa première apparition, si on compare les ancêtres aux descendants, la similarité est flagrante, voire exceptionnelle. Et comme pour son apparence, son caractère reste inchangé. Néanmoins, alors qu'à l'époque il travaillait auprès des troupeaux et parcourait des kilomètres à la démarche d'un ours, aujourd'hui il est devenu un simple compagnon domestique. Bien qu'il remplisse ce rôle à la perfection, les futurs maîtres se doivent de prendre en considération ses besoins les plus élémentaires, en particulier celui d'avoir une activité physique régulière. Le boktaï n'est pas fait pour vivre à la tâche ni dans un espace confiné. Au contraire, il lui faut de quoi se dépenser chaque jour. Cela peut être la possibilité de faire de l'agility, de courir avec son maître derrière un vélo, de courir avec les enfants dans un jardin, peu importe, du moment qui se dépense. Par ailleurs,
Lui priver de ce besoin serait provoquer chez lui des troubles du comportement. Par manque d'activité, il pourrait soit déprimer, soit au contraire assouvir sa soif de liberté en fuguant. Il est donc nécessaire de lui donner ce dont il a besoin pour faire de lui un chien heureux. Un boktaï qui se dépense est un boktaï qui peut vivre en appartement, et ce malgré sa carrure massive. Il sait faire preuve de souplesse et se faufiler entre les meubles avec prudence. Il n'est pas brut de décoffrage, au contraire, il agit avec douceur, patience même. En revanche, il faut s'attendre à ce que celui-ci salisse vos sols. Les boktaïs sont habitués à dormir dans des granges, dans des garages, dans le jardin, en bref, à l'extérieur de la maison. Son poil épais lui permettait de se protéger du froid. Or, depuis peu, il a élu domicile dans le foyer familial, ramenant sous ses pattes, accrochées au poil, la saleté extérieure. Si vous avez la possibilité d'acquérir un boktaï chiot, il est alors possible de lui apprendre le plus tôt possible à se laisser nettoyer les pattes. Ainsi, vous l'aurez compris, son lieu idéal de vie reste la campagne, un grand terrain dans les régions centre et nord de la France où il fait frais et bon vivre pour lui. Par ailleurs, il est bon de noter que les boktaïs n'aiment pas les locaux trop chauffés, et on peut les comprendre. Imaginez-vous avec une couche épaisse de vêtements et installez-vous dans une pièce surchauffée. Vous comprendrez alors pourquoi le boktaï y est réticent. D'ailleurs, certains perdent beaucoup de poils et la raison principale est souvent leur présence constante dans une pièce surchauffée. Ainsi, vous l'aurez compris, son lieu idéal de vie reste la campagne, un grand terrain dans les régions centre et nord de la France où il fait frais et bon vivre pour lui. Sous les airs de petits sauvageons, le boktaï est en réalité une peluche vivante remplie d'amour. C'est un chien fidèle à son maître et qui aime être en présence de celui-ci. D'ailleurs, bien qu'il pourrait rester seul sans se plaindre, il est préférable pour lui de lui donner la possibilité d'être occupé soit avec un autre animal pour se tenir compagnie, mutuellement, notons que celui-ci ne doit pas avoir de troubles de comportement liés à la solitude, soit par une présence autre. Dans tous les cas, pensez à lui apprendre à rester seul dès qu'il sera en âge de le faire. Ceci est un atout supplémentaire pour préserver sa tranquillité et l'empêcher de développer des angoisses de séparation pour le boktaï comme pour n'importe quelle autre race. Bien entendu, il resterait une journée entière sans rien dire parce qu'il s'adapte, parce qu'il a bon caractère, même s'il n'est pas ce qui lui convient réellement. Ainsi, vous ne pouvez pas lui assurer une certaine présence. Il est préférable de s'orienter vers d'autres races de chiens au cœur solitaire. Le boktaï fait partie des chiens dits familiales parce qu'en plus d'être plein d'amour, c'est un chien très sociable et surtout il n'est pas aucunement agressif. Avec les enfants, il se montrera doux et patient et gardera volontiers un œil sur eux. Il saura jouer avec eux comme les protéger. Toutefois, soyez vigilants car, comme pour la plupart des chiens de sa corpulence, le boktaï ne se rend pas compte de sa force. Donc, avec des enfants, oui, mais des enfants d'un certain âge. Et bien qu'il soit sociable et docile, il est également un bon gardien. Pour les enfants comme pour la maison, il signalera la présence d'un intrus ou d'un prédateur et se montrera protecteur et agressif si cela s'avère nécessaire pour le bien de sa famille. Dans l'ensemble, l'éducation du boktaï s'effectuera avec douceur et fermeté à la fois. Le renforcement positif est amplement suffisant pour obtenir de lui ce que l'on attend. Il est intelligent et comprend très vite ce qu'on lui demande.
Néanmoins, attention, il peut se montrer quelquefois réfractaire et pour ces raisons, l'éducation devra être cohérente et ferme. Le boktail est un chien rustique, solide et rarement malade si bien sélectionné. Malgré sa grande taille et son poids, qui joue un rôle non négligeable dans l'expérience de vie d'un chien, son expérience de vie peut atteindre les 13 ans, voire plus selon les conditions de vie dans lesquelles il vivra. Toutefois, il est bon de noter quelques points sur lesquels il faudra faire attention tout au long de la vie du boktail. Les boktails sont sujets aux maladies des yeux, comme certaines races, mais chez eux, la présence de poils devant les yeux ne les aide pas vraiment. On pourrait les croire protégés, alors que la réalité en est tout autre. Selon certains cynophiles, la longueur des poils devant les yeux leur permettait de s'aventurer, défendre ou conduire les troupeaux dans la neige sans être aveuglés par les lueurs rebondissantes du soleil. Mais selon la qualité du poil, la densité peut être telle qu'au final, certains boktails ne voient plus grand-chose et peuvent éprouver des difficultés à se déplacer. Pour cela, la meilleure solution consiste à les attacher sur le devant de la tête afin de leur dégager la vue. Ainsi, afin de les préserver de toute infection ou irritation, on convient de vérifier les yeux régulièrement, voire quotidiennement. Si l'œil devient irrité par la présence de particules de poussière, un simple nettoyage avec du cérium oculaire et une compresse éviter le coton qui laisserait des filaments. Avec le recul, il semblerait que les boktails soient également touchés par ce que l'on appelle entropion. Il s'agit là d'une anomalie de la paupière qui s'enroule vers l'intérieur et provoque des irritations de la cornée et l'apparition de la conjonctivite qui est douloureuse pour le chien. S'engage alors un cercle infernal puisque la conjonctivite incite l'animal à fermer l'œil qui va alors s'enrouler et irriter encore plus la pauvre bête. On constate également la présence de larmoiement. Ces signes se remarquent généralement dans les premières semaines de vie du chien et se soignent au moyen d'une intervention chirurgicale. La dyskinésie ciliaire. Selon certaines études, il semblerait que 17% des boktails soient porteurs de cette maladie et provoquent de graves problèmes respiratoires. Depuis peu, il existe des tests ADN appelés Primary Ciliary Dyskinesia permettant de dépister la présence de cette maladie et donc de mieux choisir ses reproducteurs pour éviter la transmission à la descendance, dont l'intérêt est de choisir un éleveur réputé pour son sérieux. Toutefois, le boktail n'étant plus soumis à l'effet de mode, les éleveurs reconnus restant sont, en général, les plus sérieux. Mais méfiance. Tout de même, pensez à demander des tests avant achat. Pour information, cette maladie provoque une infection des muqueuses respiratoires, nez, trachée, bronches, qui se traduisent par des éternuements, une toux grasse, des bronchites chroniques. Même si la maladie est diagnostiquée de manière précoce, le symptôme s'amplifie et entraîne l'euthanasie de l'animal, seule issue possible face à l'absence de traitement idéal et les souffrances de l'animal. Le boktail est sujet à certaines maladies du sang, entre autres l'autodestruction des globules rouges.
Or, ces globules sont destinés à porter l'oxygène vers les poumons et autres organes. L'animal est alors anémié et on constate un état léthargique, une perte d'appétit, une faiblesse dans les déplacements, des muqueuses pâles et une respiration de plus en plus rapide, parlons plutôt de suffocation. L'intervention d'un vétérinaire doit se faire dans les plus brefs délais afin de lui administrer le traitement ATK par rapport au nombre de globules rouges restants. Ce traitement est généralement onéreux et consiste en la suppression du système immunitaire responsable de la destruction des globules rouges et le rétablissement peut prendre plusieurs mois. D'autant plus qu'il faudra déterminer les raisons pour lesquelles le système immunitaire a attaqué ses propres cellules faute d'y voir une récidive. Cela peut être la présence d'une autre maladie, comme le cancer ou une infection, une molécule d'un médicament ou encore un vaccin, une toxine. Les causes sous-jacentes étant multiples.